30 coups de fouet, puis l'exil. La voix du bêta était empreinte d'ennui. Trop clément, dit le roi Alpha. Arrachez-lui d'abord les yeux. Laissez-la tituber, aveugle, dans la neige. Les mains d'Otella tremblaient contre la corde. Elle n'avait pas l'intention de le dire. Le mot lui a simplement échappé, doux comme une prière. Malakash. Le couteau du roi tomba bruyamment sur la pierre. Dans le silence soudain et terrible, une centaine de loups retinrent leur souffle. Commençons. La grande salle de la meute du pain noir empestait la fourrure mouillée, le jugement et la résine de pain brûlé. Les torches le long des murs de granit sifflaient chaque fois que le vent trouvait une fissure dans le mortier, mais les 100 paires d'yeux fixés au centre de la pièce ne s'ilènent pas. Otella était agenouillée sur la pierre. Ses genoux s'étaient engourdis une heure plus tôt. La laine grossière de sa robe de servante était si fine qu'elle sentait chaque frisson et chaque creux du sol. Une mèche de cheveux châtains ternes s'était échappée de sa tresse et collait au coin de ses lèvres. Mais elle n'osait pas lever ses mains liées pour la déplacer. Elle gardait les yeux baissés, c'était la règle. Ne pas regarder le roi, ne pas parler au roi, ne pas respirer dans la direction du roi. Au-delà des chambres en friche. La voix de la bêta Inès claqua dans la salle comme un coup de fouet. Inès était une femme aux traits acérés, avec des mèches d'argent dans ses cheveux noirs. Sa posture était telle qu'on avait l'impression de prendre trop de place rien qu'en existant. Vous êtes accusé d'avoir franchi la frontière de la rivière voilée, un crime passible de 30 coupes de fouet et de l'exil. Pas debout, pensa amèrement Otella. Je suis à genoux dans une flaque d'eau. Mais l'accusation était pire que ce qu'Inès laissait d'entendre. L'exil à la fin de l'automne était une condamnation à mort déguisée en pitié. Aucun loup sans meute ne survivait au premier gel, et la rivière voilée. Elle ne l'avait traversée que parce que l'incendie du village de l'Est avait chassé les sœurs, et les pièges de son père étaient vides depuis une semaine. C'était de franchir la frontière ou mourir de faim. Elle a choisi la frontière. La voix d'Otella se brisa, faute d'avoir servi. Elle n'avait pas parlé depuis que les guerriers l'avaient traînée hors des bois 3 jours plus tôt. Ils l'avaient jetée dans une cave à légumes et avaient oublié de lui donner de l'eau jusqu'au 2e jour. Silence. Inès claqua des doigts. Wales, lisez le précédent du roi. Sur l'estrade, un jeune intendant aux doigts tachés d'encre et avec un tic nerveux à l'œil gauche, Wales déroula un parchemin d'écorce de bouleau. Sa voix était fluette, mais elle portait dans le silence de mort de la salle. En la 3e année du règne du roi Louis, la question de l'intégrité de la frontière fut réglée. Tout humain trouvé à l'est de la voilée sans sceau de passage écrit sera considéré comme un infiltré hostile. La sentence, la cage. L'estomac d'Otella se décrocha. Elle s'était attendue aux coupes de fouet. La cage était tout autre chose. C'était une boîte en fer suspendue aux vieux chênes près du corps de garde. On vous y mettait pendant 3 jours, exposé au gel de la montagne et aux yeux de la meute. Les humains en sortaient généralement sans doigts ou sans leur esprit. Un faible murmure parcourut les lousses assemblées. Ce n'était pas de la pitié, mais de l'approbation. Et puis la chaleur changea. Les torches ne vacillèrent pas, mais la pression dans la pièce doubla. Les poumons d'Otella peinaient à se dilater. C'était comme se tenir au fond d'un lac profond et sombre. Son poids donnait à sa colonne vertébrale l'envie de se courber, qu'elle le veuille ou non. Elle entendit le doux frottement du cuir sur la pierre. Il était assis dans l'ombre du grand siège depuis le début. Elle n'avait pas pu le voir, seulement la silhouette massive se découpant sur le trône d'obsidienne. À présent, le roi Louis s'avança dans la lumière du feu. Le souffle d'Otella se bloqua. Ne lève pas les yeux, ne lève pas les yeux. Mais ses yeux la trahirent. Allez s'élevèrent une fois, juste un éclair. Elle aperçut le contour dur de sa mâchoire et l'or plat et désintéressé de ses iris. Il était jeune pour un roi, mais il n'y avait rien de jeune sur son visage. Ses cheveux avaient la couleur de la terre humide, tirés sévèrement en arrière. Une fine cicatrice blanche coupait son sourcil, rappel de la guerre qu'il avait placée sur ce trône 4 ans plus tôt. Louis la regarda comme si elle était la charnière cassée d'une porte qu'il s'apprêtait à faire remplacer. 30 coups de fouet et l'exil, c'est une perte d'énergie, dit Louis. Sa voix n'était pas un rugissement. Elle était calme, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante. Elle mourra d'infection avant d'avoir passé les contreforts. Ou alors elle reviendra en rampant et nous devrons la tuer à ce moment-là.
Inné fait du sentiment. La bêta Inès se raidit. Mon roi Hector, le traité avec les baronnies du Sud. Les baronnies du Sud nous vendent du grain parce qu'elles nous craignent, pas parce que nous suivons leurs règles d'exécution. Louis descendit les 3 marches de l'estrade. Ses bottes étaient silencieuses sur la pierre, une démarche de prédateur. Une démonstration de pitié qui prend 3 semaines à échouer ne m'intéresse pas. Si elle a traversé la rivière pour voler notre gibier, elle a les yeux d'un chasseur. Arrachez-les lui, puis renvoyez-la aveugle. C'est une leçon qui se propage. La salle gronda de profonds grognements d'approbation. Wells, l'intendant, avait l'air un peu malade, mais ne dit rien. Les mains d'Otella se mirent à trembler violemment contre les cordes. Ça y est, la terreur était si totale qu'elle en devenait presque calme. Elle allait mourir. Peut-être pas aujourd'hui, du couteau qui lui prendrait de la vue. Mais peu après, en trébuchant dans un ravin ou en se faisant dévorer par des coyotes. Tout ça pour un lapin à moitié mort de faim qu'elle n'avait même pas attrapé. Louis s'arrêta à environ 1 mètre d'elle. Elle pouvait sentir son odeur maintenant. De la fumée, de la neige et quelque chose d'âcre, comme des baies de génévrier écrasées. « Allez chercher le fer à marquer », ordonna-t-il à Inès par-dessus son épaule. « Je veux que ce soit fait avant le changement de la garde du matin. » Otella sentit le monde basculer, et puis c'est arrivé. Ce n'était pas une pensée. Ce n'était pas un plan. C'était un réflexe plus vieux que la meute, plus vieux que le pain noir, plus vieux que la montagne elle-même. Sa mère le lui avait murmuré comme une berceuse quand la fièvre l'avait emporté. Si un jour tu es dans le noir et que les loups t'ont attrapé, dis ceci. Juste cette fois-là. Les lèvres d'Otella s'entr'ouvrirent. Le mot sortit non pas comme un cri, mais comme un murmure bas et haletant. C'était un son qui n'appartenait pas à une gorge humaine. C'était le craquement du vieux bois, la fissure de la glace sur un lac en avril, le son d'une pierre tombant dans une caverne profonde. Malacache. Le changement dans la salle fut instantané. Les grognements cessèrent, comme si un couteau avait tranché chaque voix dans la pièce. Les torches faiblirent, les flammes prenant une teinte bleutée maladive le temps d'un battement de cœur. Et le roi Louis se figea. Pas comme un homme qui s'arrête pour réfléchir. C'était un blocage complet de son corps. Sa main, qui était à mi-chemin de sa ceinture pour détacher son couteau de chasse, s'arrêta en plein vol. Ses yeux dorés, qui avaient été si ennuyés et cruels, s'écarquillèrent. La cicatrice sur son front devint blanche alors que le sang quittait son visage. La bêta Inès fit un pas en avant. « Mon roi, qu'est-ce que... » Louis ne l'entendit pas. Son regard transperçait le sommet de la tête inclinée d'Otella. Quand il parla de nouveau, sa voix était celle d'un étranger, rauque à vif. « Qu'avez-vous dit ?» Otella ferma les yeux très fort. Le dire une fois avait été un pari avec son âme. Le dire 2 fois, c'était comme inviter le plafond à s'effondrer sur elle. Mais elle était déjà morte, n'est-ce que pas? Elle le murmura de nouveau. Le silence qui suivit fut le son le plus terrifiant qu'Otella ait jamais entendu. Quand elle risqua un regard vers le haut, elle vit le roi Alpha de la meute du Pied Noir la fixer. Pas avec rage ou faim. Il la regardait avec peur. Wales laissa tomber son parchemin. L'écorce de bouleau tomba bruyamment sur les pierres et personne ne bougeait. Louis s'accroupit lentement, amenant son visage au niveau du sien. Elle pouvait voir la veine battre dans son cou. Il tendit la main et elle tressaillit, s'attendant au coup. Au lieu de cela, ses doigts rugueux et cailleux écartèrent la mèche de cheveux de son visage, avec une douceur qui était d'une certaine manière plus violente qu'un coup de poing. « Qui vous a appris ça ?» souffla-t-il. Les mots étaient à peine audibles, destinés uniquement à ses oreilles. « Qui êtes-vous » Otella n'avait pas de réponse. Elle n'était qu'Otella, fille d'un trappeur. Elle nettoyait les écuries et réparait les filets de pêche. Mais à la façon dont le roi Alpha la regardait maintenant, elle réalisa la terrible vérité. Elle venait de prononcer le seul mot au monde qui pouvait le briser. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'il signifiait. On ne la ramena pas à la cave à légumes. Au lieu de cela, le roi Louis se redressa si brusquement qu'Otella recula en tressaillant, ses mains liées raclant le granit rugueux. Il ne l'aida pas à se relever. Il se tourna simplement vers la bêta Inès et donna un ordre si bas que même Otella, agenouillée à ses pieds, l'entendit à peine. « Videz la salle. Maintenant. » Les traits acérés d'Inès se tordirent de confusion et de l'amertume d'un contre-ordre public.
Mon roi, la sentence est suspendue. La voix de Louis craqua comme une branche gelée. Tout le monde dehors. Wales, vous restez. Le renvoi était absolu. Les loups de la meute du Pain Noir, guerriers et anciens, se levèrent de leurs bancs dans un bruissement de cuir et de fourrure. Ils se déplaçaient avec la tension raide d'animaux qui sentent un prédateur au milieu d'eux, mais ne peuvent l'identifier. Otella regarda leurs bottes passer dans sa vision périphérique. Personne ne la regardait. Ils détournaient le regard comme si elle était soudainement devenue invisible ou sacrée. En 60 secondes, la grande salle fut vidée, à l'exception du crépitement des torches bleutées, des pas traînants de l'intendant Wales et de la silhouette imposante et rigide du roi Louis. « Relevez-la du sol, dit Louis, sans la regarder. Wales se précipita, ses doigts tachés d'encre s'affairant aux cordes au poignet d'Otella. « Doucement, maintenant, murmura-t-il à voix basse. Il était jeune, peut-être seulement 1 an ou 2 de plus que ses 20 hivers. Ses yeux étaient d'un noisette doux, et il ne cessait de se tourner vers Louis comme un lapin observant un faucon. « Pouvez-vous vous lever? » Otella essaya. Ses jambes s'étaient endormies, et elle trébucha. Wales la rattrapa par le coude et la stabilisa. La simple gentillesse de ce geste, après 3 jours d'obscurité et de soif, faillit la faire craquer. Elle se mordit l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du cuivre. « Amenez-la dans mon bureau, » ordonna Louis. Il marchait déjà vers une arche étroite au fond de la salle, sa démarche longue et impatiente. « Et Wales, si quelqu'un demande ce qui s'est passé ici... » La fille s'est évanouie. Le roi a fait preuve de pitié en raison de son état de faiblesse, récita rapidement Wales, comme s'il avait préparé ce mensonge depuis que le mot avait quitté la bouche d'Otella. Louis s'arrêta à l'arche. La lumière de la torche attrapa la cicatrice qui coupait son sourcil. Acceptable. Puis il disparut, avalé par les ombres du donjon intérieur. Les jambes d'Otella vacillèrent tandis que Wales la guidait. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-elle. Sa voix était encore un râle. « Qu'est-ce que j'ai dit ?» La prise de Wales sur son coude se resserra en guise d'avertissement. « Ne faites pas ça, souffla-t-il. Ne le redites pas, ni à moi, ni à personne, contentez-vous de marcher. » Le bureau du roi n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait imaginé une salle des trophées, des crânes d'alpha rivaux, des cartes de territoire conquis, des armes étincelantes sur les murs. Au lieu de cela, la chambre était tapissée de livres. De vrais livres, reliés en cuir et craquelés par l'âge. Pas les parchemins d'écorce de bouleau que la meute utilisait pour les décrets officiels. Un feu rugissait dans une cheminée assez grande pour rôtir un sanglier, et l'odeur de vieux papier se mêlait au parfum de genévrier qu'elle associait désormais à Louis lui-même. Le roi lui tournait le dos, face au feu. Ses mains étaient jointes derrière lui, et elle pouvait voir la tension dans les muscles de son cou. Il dit « Wales, guidez-la vers une chaise à haut dossier en chêne sombre. » Elle s'y laissa tomber avec reconnaissance, frottant ses poignets à vif là où les cordes avaient été. « Wales, laissez-nous! Gardez la porte! Personne n'entre! » Louis ne se retourna toujours pas. Wales hésita un très court instant, ses yeux noisettes croisant ceux d'Otella avec quelque chose qui ressemblait à des excuses. Puis il s'inclina et sortit. La lourde porte cerclée de fer se referma lourdement derrière lui et le verrou glissa avec un son de finalité. Ils étaient seuls. Le feu crépita. Une bûche se déplaça, envoyant une gerbe d'étincelles dans la cheminée. Otella compta ses propres battements de cœur. 20, 30, 40. Finalement, Louis se retourna. La peur qu'elle avait entrevue dans la grande salle avait disparu, ou plutôt, elle avait été enfouie sous des couches de contrôle de fer. Ses yeux dorés étaient de nouveau illisibles, mais il y avait une nouvelle intensité en eux. Il l'étudiait comme un érudit pourrait étudier une espèce de vipère dangereuse et inconnue. « Pas une espionne, dit-il. Ce n'était pas une question. » Non, la voix d'Otella était faible. « Je suis la fille d'un trappeur des champs en friche. Je sais d'où vous venez. Les éclaireurs d'Inez ont consulté les registres de votre famille. Votre père est un ivrogne. Votre mère est morte de la fièvre rouge il y a 6 ans. Vous n'avez ni frère ni sœur. Vous réparez les filets pour les pêcheurs de la rivière et vous devez 3 pièces d'argent à la veuve du meunier. » La mâchoire d'Otella se crispa. Entendre sa vie maigre et tragique résumée si froidement, c'était comme si on lui arrachait une croûte. « Alors vous savez que je ne suis personne. C'est ça le problème. »
Louis s'éloigna du feu. Il ne s'assit pas. Il faisait les 100 pas, un animal en cage dans une pièce pleine de livres. Les personnes de rien ne connaissent pas ce mot. Les personnes de rien ne survivent pas en connaissant ce mot. La dernière personne qui a prononcé Malakash en ma présence est morte en hurlant 3 jours plus tard, quand je lui ai arraché le cœur par la colonne vertébrale. Le sang d'Otella se glaça. J'avais 14 ans, continua Louis, la voix plate. C'était mon oncle. Il essayait d'utiliser le mot pour me lier, pour prendre la meute. Il a échoué parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il invoquait. Mais vous, il arrêta de faire les 100 pas juste devant sa chaise. Il la dominait, bloquant la lumière du feu. Vous l'avez murmuré comme une berceuse. La gorge d'Otella se noua. Sa mère, le rêve fiévreux, la chanson. Si un jour tu es dans le noir et que les loups t'ont attrapé, ma mère, suffoqua-t-elle, elle me l'a dit avant de mourir. Elle a dit de le dire une seule fois, seulement s'il n'y avait pas d'autre moyen. Louis devint complètement immobile. Le nom de votre mère. Léna. Léna Deschamps en friche. Léna. Il testa le nom comme si c'était un morceau de viande pourrie. Il n'y avait pas de Léna dans les registres de la meute. Votre mère était humaine. Bien sûr qu'elle l'était. Je suis humaine, Schwellen. La confusion d'Otella grandissait. Je ne comprends pas. Que signifie ce mot? Pourquoi tout le monde s'est-il enfui? Louis la fixa pendant un long et angoissant moment. Puis il fit quelque chose qui l'effraya plus que sa colère ou sa condamnation à mort. Il s'accroupit de nouveau, se mettant à son niveau. Mais cette fois, sa main ne bougea pas pour écarter ses cheveux. Elle se posa sur son menton, lui relevant fermement le visage, la forçant à regarder directement dans ses yeux d'or de loup. Malakash n'est pas un mot pour les humains, dit-il lentement, délibérément. C'est l'ancienne langue, la langue parlée avant que la lune ne sépare les bêtes des hommes. C'est le son qui défait le commandement d'un alpha. C'est une clé qui ouvre la cage du loup en nous et laisse le monstre regarder dehors. Il se pencha plus près. Elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. Il était chaud et il sentait la menthe et la fumée. Si votre mère vous a appris ce mot, Otella Deschamps en friche, alors votre mère n'était pas humaine. Elle était une fille de la première meute, une lignée que l'on croyait éteinte depuis 300 ans. L'esprit d'Otella vacilla. Sa mère, Léna, qui avait porté des tabliers rapiécés et chanté faux en remuant une soupe claire. Léna, qui avait pleuré quand la fièvre avait emporté le bébé du voisin. Une louve? C'est impossible, souffla-t-elle. Impossible, répéta Louis. Son pouce traça la ligne de sa mâchoire. Un contact étrangement intime, étrangement possessif. Et pourtant, quand vous l'avez prononcé, chaque loup dans cette salle a senti le sol se dérober sous ses pieds, y compris moi. Ses yeux se plissèrent. Savez-vous ce que cela fait de vous, Otella? Elle secoua la tête, muette. Cela fait de vous la personne la plus dangereuse de ce royaume. Il relâcha son menton et se leva, reculant. La distance semblait un gouffre. Et cela fait de vous mienne. Mienne, le mot sortit comme un couinement. Selon les anciennes lois, les lois qui précèdent mon trône, qui précèdent le pain noir lui-même, un humain qui peut parler l'ancienne langue n'est pas un intrus. C'est un prétendant. Il a le droit de se battre pour un siège à la table de l'alpha. La mâchoire de Louis se serra. Mais si je reconnais ce droit publiquement, chaque meute rivale, de la côte de fer à la vallée engloutie, descendra sur mon territoire pour vous tuer ou vous voler. Alors, jusqu'à ce que je décide quoi faire de vous, vous resterez ici. Vous ne parlerez à personne du mot et vous m'obéirez. Les mains d'Otella tremblaient à nouveau, mais pas de froid. Et si je refuse? Le sourire de Louis était une chose mince et terrible. Alors, je devrais supposer que vous êtes une âme envoyée pour me détruire, et je vous traiterai en conséquence. Il se dirigea vers la porte et retira le verrou. Wales vous apportera de la nourriture et de l'eau propre. Vous dormirez dans la chambre de la tour. N'essayez pas la fenêtre. C'est une chute de 60 pieds sur des dalles. Il ouvrit la porte. Wales se tenait de l'autre côté, le visage pâle, n'ayant manifestement rien entendu à travers le chêne épais. « Mon roi, dit Wales, la bêta Inès demande une audience. Elle dit que la meute est agitée. Ils veulent savoir pourquoi l'humaine a été épargnée. » Louis ne se retourna pas vers Otella. « Dites à Inès que la fille est sous ma protection personnelle en raison de complications diplomatiques.
Dites-lui que je m'adresserai à la meute à la prochaine lune. D'ici là, quiconque touche à un cheveu de sa tête devra me répondre. Les yeux de Wales s'écarquillèrent, mais il hocha la tête. Oui, mon roi. Louis sortit d'un pas vif, laissant Otella seule sur la chaise, noyée dans l'odeur de vieux livres et de fumée de genévrier. Elle entendit ses pas s'estomper dans le couloir de pierre, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle laissa les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de soulagement, c'étaient des larmes de terreur, car au plus profond de ses os, dans un endroit dont elle ignorait l'existence il y a une heure, quelque chose s'était agité quand elle avait prononcé ce mot. Quelque chose de vieux, quelque chose d'affamé, et elle avait l'horrible sentiment que quoi que ce soit, cela venait de se réveiller. La chambre de la tour n'était pas une cellule. Otella se le répéta en arpentant pour la 100e fois la circonférence de la chambre circulaire en pierre. Une cellule avait des barreaux, de la paille et une odeur de désespoir. Cette chambre avait un lit de plumes, un tapis tissé teint du vert profond des aiguilles de pin, et une fenêtre étroite qui donnait sur la mer sombre de la forêt de pin noir. Elle avait une cuvette avec de l'eau presque chaude, un plateau de pain et de fromage à pâte dure que Wales avait laissé sur le bureau, et un petit brasero en fer qui tenait le froid de l'automne à distance. C'était une cage dorée, mais une cage tout de même. Elle avait mal dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les iris dorés du roi Louis à quelques centimètres des siens, entendait sa voix dire « Cela fait de vous mienne ». Les mots s'enroulaient dans son estomac comme un serpent. Elle ne voulait appartenir à personne, et surtout pas à l'alpha qui avait été prête à l'aveugler et à la jeter dans la nature une heure plus tôt. Et pire, bien pire, était l'agitation. Elle la sentait maintenant, alors qu'elle s'arrêtait près de la fenêtre et pressait son front contre la vitre froide. C'était une présence à la base de son crâne, un murmure juste en dessous du seuil de l'audition. Quand elle respirait trop profondément, elle captait des odeurs qu'elle ne devrait pas être capable de détecter. Le musc du garde marchant sur le parapet 3 étages plus bas, l'odeur de fer du vieux sang imprégné dans le mortier des murs du donjon, l'odeur sauvage et lointaine de la sève de pain et des cerfs en fuite. « Qu'est-ce qui m'arrive? » Un coup à la porte la fit sursauter. « C'est Wales! » vint la voix étouffée. « J'ai votre repas du matin et une visiteuse. » Le pouls d'Otella s'accéléra. Elle traversa la pièce et ouvrit la porte en l'entr'ouvrant. Wales se tenait dans le couloir, un plateau en équilibre dans une main, ses yeux noisettes pleins d'excuses. Derrière lui, se dressant comme un nuage d'orage, se tenait la bêta Inès. La femme aux cheveux d'argent n'attendit pas d'invitation. Elle bouscula Wales, son épaule frôlant Otella alors qu'elle entrait d'un pas décidé dans la chambre de la tour. Son regard acéré balaya l'espace. Le pain intact, le lit défait, la fenêtre, avant de se poser sur Otella avec un mépris non dissimulé. « Laisse le plateau et va-t'en, Wales, » ordonna Inès. Wales hésita, cherchant la confirmation d'Otella. Elle lui fit un minuscule signe de tête. Il posa le plateau sur le bureau, articula « Je serai dehors » et se retira, refermant la porte derrière lui. Le loquet cliqueta. Elles étaient seules. Inès ne parla pas immédiatement. Elle fit un lent cercle autour d'Otella, de la manière dont un loup pourrait tourner autour d'une biche blessée, évaluant où planter la première morsure. Otella se força à rester immobile, bien que chaque instinct lui cria de se coller contre le mur. « Plus petite que je ne le pensais, » dit finalement Inès, pour quelqu'un qui a réduit la grande salle au silence. « Je ne voulais pas causer de problème. Vous ne le voulez jamais, n'est-ce que pas? Les insignifiants ne le veulent jamais. » Inès arrêta de tourner juste devant Otella. Ses yeux étaient d'un gris pâle et hivernal. « Je sers la meute du Pays Noir depuis 32 ans. J'ai enterré le père de Louis. J'ai tenu la ligne quand les baronnies du Sud ont essayé d'empoisonner notre eau. J'ai tué 17 rivaux en combat singulier, et je n'ai jamais, jamais vu le roi regarder quelqu'un comme il vous a regardé hier soir. » Otella déglutit. « Je ne sais pas pourquoi il m'a regardé de cette façon. » Menteuse. Le mot était plat, sans chaleur, ce qui le rendait pire. « Vous avez dit quelque chose dans la salle. Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai senti. Chaque loup dans cette pièce l'a senti. C'était comme une main entrant dans ma poitrine et serrant mon cœur. » Inès se pencha plus près. Son haleine sentait le thé noir et les clous de girofle. « Qu'êtes-vous? » Otella pensa à l'avertissement de Louis.
Vous ne parlerez à personne du mot. Mais Inès était la bêta, la seconde au commandement. Elle avait sûrement le droit de savoir. La tenir dans l'ignorance était sûrement plus dangereux. Je suis humaine, dit prudemment Otella. Je suis née dans les champs en friche. Ma mère était Léna, fille de... Votre mère est morte, j'ai vérifié, la coupa Inès. Enterrée dans la fosse commune derrière le moulin. Pas de stèle, pas de personnes en deuil à part vous. Aucune trace de sa lignée avant son arrivée dans les champs il y a 23 ans. Les yeux gris de la bêta étincelèrent. Elle est apparue de nulle part, a épousé un trappeur, vous a mis au monde et est morte, laissant commodément aucune histoire derrière elle. L'estomac d'Otella se noua. Elle n'y avait jamais pensé avant. Sa mère avait toujours été juste maman, des mains chaudes, des chansons douces, l'odeur de fumée de bois et de lavande séchée. Elle n'avait jamais demandé d'où venait Léna parce que les enfants ne posent pas ces questions. Ils acceptent le monde tel qu'il leur est donné. Mais maintenant, à la lumière froide de la chambre de la tour, les lacunes dans l'histoire de sa mère béillent. Pas de famille, pas de ville natale, pas de passé. Si votre mère vous a appris ce mot, alors votre mère n'était pas humaine. Que voulez-vous de moi? Chuchota Otella. Inès l'étudia un long moment. Puis, au grand choc d'Otella, l'expression de la bêta changea. Le mépris ne disparut pas, mais il fut rejoint par autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Je veux que vous compreniez dans quoi vous avez mis les pieds, dit Inès doucement. Louis n'est pas un roi cruel par nature. C'est un roi désespéré. La meute du Pied Noir est encerclée. Les loups de la côte de fer pillent nos villages de l'Est. La meute de la vallée engloutie convoite nos terrains de chasse. Et les humains des baronnies du Sud deviennent plus audacieux chaque année, poussant leurs fermes plus près de la rivière voilée. Nous sommes une meute assiégée. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la forêt. La lumière du matin faisait briller l'argent de ses cheveux. Il y a 4 ans, quand Louis a pris le trône, il avait 18 ans. Son oncle venait d'essayer de l'usurper en utilisant de la magie interdite. Louis l'a tué, mais la magie a laissé des cicatrices sur la meute, sur la terre, sur Louis lui-même. Inès se retourna pour faire face à Otella. Il a passé chaque jour depuis à essayer de nous maintenir unis, avec rien d'autre que ses dents et sa volonté. Et maintenant vous arrivez, prononçant un mot qui ne devrait pas exister, portant une lignée qui était censée être éteinte. La bouche d'Otella était sèche. Quelle lignée? Les lèvres d'Inès s'amincirent. Il ne vous l'a pas dit. Il m'a dit que ma mère aurait pu être une fille de la première meute, mais il n'a pas expliqué ce que cela signifiait. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Inès rit, un rire sans humour. La première meute était composée des loups originels, ceux qui marchaient avec la lune elle-même. Leur sang était pur, non dilué par des siècles de reproduction avec des humains et des meutes inférieures. Ils pouvaient parler l'ancienne langue aussi facilement que vous ou moi respirons. Ils pouvaient commander au vent, à la pierre, aux baies de la forêt. Sa voix baissa, et ils ont tous été tués, il y a 300 ans, traqués par les meutes qu'ils gouvernaient autrefois, parce que leur pouvoir était trop grand, trop imprévisible. Les survivants se sont dispersés et se sont reproduits avec des humains jusqu'à ce que le sang soit si dilué qu'il a complètement disparu. Les genoux d'Otella devinrent faibles. Elle s'assit sur le bord du lit. Vous dites que j'ai ce sang, que vous avez prononcé un mot que seule la première meute pouvait prononcer, et vous avez survécu. Inès croisa les bras, ce qui signifie que vous êtes soit un miracle, soit une catastrophe, et Louis ne sait pas encore lequel. Moi non plus. Un lourd silence emplit la chambre de la tour. Dehors, un corbeau cria depuis le parapet. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Otella. « Vous me détestez clairement. Vous vouliez que je sois fouetté et exilé. » La mâchoire d'Inès se crispa. « Je ne te déteste pas, ma fille. Je déteste ce que tu représentes. Le changement, l'incertitude, la possibilité que tout ce que nous avons construit ici s'effondre, parce qu'une file de trappeurs à moitié affamés a murmuré un mot qu'elle ne comprend pas. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur le loquet. « Mais j'aime cette meute. Et si tu es ce que je soupçonne que tu es, alors tu es peut-être la seule chose qui puisse la sauver. Ou la chose qui la détruira finalement. » Elle ouvrit la porte. « Louis t'appellera bientôt. Il a passé toute la nuit dans les anciennes archives à chercher des réponses.
Quand il les trouvera, tu regretteras de ne pas avoir choisi les coups de fouet et l'exil. Ses yeux gris rencontrèrent ceux d'Otella une dernière fois. La cage est miséricordieuse comparée à ce qui arrive aux héritiers de la première meute. La porte se ferma. Le verrou glissa de l'extérieur. Otella resta assise sur le lit, tremblante, fixant le mur de pierre. L'agitation à la base de son crâne s'était intensifiée. Ce n'était plus un murmure. C'était une voix, ancienne et patiente, parlant dans une langue qu'elle ne devrait pas comprendre. Et quelque part au fond du donjon, elle entendit un loup hurler en réponse cette nuit-là. Otella rêva. Elle se tenait dans une forêt qui n'était pas le pin noir. Les arbres étaient plus grands, plus vieux, leur écorce d'un blanc argenté et leurs feuilles d'un or chatoyant. La lune était bassée et incroyablement grande dans ce ciel, assez proche pour être touchée. Sa surface tourbillonnait de motifs qui ressemblaient presque à des visages. Une femme se tenait sous la lune. Ses cheveux avaient la couleur de ceux d'Otella, châtain terne, sans particularité, mais ses yeux brillaient d'une douce lumière argentée. Elle portait une robe simple, rapiécée au coude, et elle fredonnait une berceuse. Léna se retourna. Son sourire était triste et entendu. « Tu as prononcé le mot, dit-elle. Sa voix résonnait, superposée d'harmoniques qui n'appartenaient pas à une gorge humaine. J'espérais que tu ne le ferais jamais. C'est toi qui me l'as donné, demanda le moi rêveur d'Otella. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que je suis? Parce que je voulais que tu aies une vie. Les yeux argentés de Léna brillèrent. J'ai fui le sang. Je me suis caché dans des champs friches. J'ai épousé un homme simple et j'ai donné naissance à une fille simple. Et j'ai prié la lune que l'ancien pouvoir te saute, comme il a sauté ma propre mère. Elle secoua la tête. Mais il ne saute jamais les filles. Il ne fait que dormir et maintenant tu l'as réveillé. Que dois-je faire? La forme de Léna commença à s'estomper, se dissolvant en particules de lumière argentée. Trouve la pierre avant Louis. La pierre te dira la vérité sur qui tu es et sur qui il est pour toi. Quelle pierre? Maman, attends! Mais le rêve se brisa. Otella se réveilla en haletant. Ses draps étaient emmêlés, le goût du clair de lune sur sa langue. Et dans l'obscurité de la chambre de la tour, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Une ombre se tenait près de la fenêtre, grande, aux larges épaules, des yeux dorés reflétant la faible lueur des braises dans le brasero. « Mauvais rêve ?» demanda le roi Louis. Otella recula sur le lit, sa colonne vertébrale pressée contre le mur de pierre froid. Les draps s'enroulèrent autour de ses jambes comme des entraves. Son cœur battait si violemment qu'elle pouvait le sentir dans ses tempes. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » Sa voix sortit faible et essoufflée. Louis ne bougea pas de la fenêtre. Les braises mourantes du brasero projetaient sur son visage des ombres changeantes d'orange et de noir. Il était habillé simplement, tunique sombre, culotte de cuir, des bottes qui avaient vu la boue et la neige. Pas de couronne, pas de fourrures de cérémonie. Il paraissait plus jeune ainsi, plus proche du garçon de 18 ans qu'Inès avait décrit, celui qui avait tué son oncle et pris un trône qu'il n'avait jamais voulu. « Assez longtemps, dit-il. » L'esprit d'Otella s'emballa. Avait-elle parlé dans son sommeil? Avait-elle dit le nom de sa mère, posé des questions sur la pierre? Le rêve s'estompait déjà, glissant entre ses doigts comme de l'eau, mais son urgence demeurait. Trouve la pierre avant Louis. Vous rêviez d'elle, Louis se détourna de la fenêtre, ses yeux dorés trouvant les siens dans l'obscurité. Votre mère. Je pouvais sentir votre chagrin depuis le couloir. La peur d'Otella se mua en quelque chose de plus vif, la colère. Vous étiez dans le couloir à me regarder dormir. C'est mon donjon, chaque pièce m'appartient. Chaque souffle pris entre ces murs m'appartient. Il le dit sans arrogance, comme s'il énonçait un simple fait de la nature. Le ciel est bleu, la rivière coule vers le sud. L'alpha possède l'air. Mais je ne suis pas venu ici pour vous effrayer. Alors pourquoi êtes-vous ici? C'est le milieu de la nuit. Louis resta silencieux un moment. Puis il plongea la main dans sa tunique et en sortit quelque chose enveloppé dans un carré de velours délavé. Il le lui tendit, sa grande main stable. « J'ai trouvé des réponses, dit-il, ou le début de réponse. Vous méritez de voir. » Otella hésita. Chaque instinct lui criait de ne rien prendre de cet homme, ce loup, qui avait été prêt à l'aveugler, qui l'avait revendiqué comme sienne, qui la regardait dormir depuis l'ombre.
Mais l'agitation à la base de son crâne pulsa de reconnaissance. Quoi qu'il y ait dans ce velours, cela voulait qu'elle le touche. Elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent sa paume alors qu'elle prenait le paquet. Sa peau était chaude, rendue rugueuse par les callosités et les vieilles cicatrices. Le velours tomba. C'était un médaillon. Petit, ovale, fait d'argent si terni qu'il était presque noir. Le métal était gravé de motifs qui faisaient mal à regarder directement, des volutes et des angles qui semblaient bouger quand elle clignait des yeux. Il pendait à une chaîne brisée, les maillons cassés net. « Ouvrez-le », dit Louis. Le pouce d'Otella trouva le fermoir. Le médaillon s'ouvrit avec un doux clic. À l'intérieur se trouvaient 2 portraits de miniatures, peints avec un détail exquis sur de fines lamelles d'ivoire. Le premier était une femme. Elle avait des pommettes saillantes, des yeux d'argent et une cascade de cheveux sombres. Il y avait quelque chose de royal dans l'inclinaison de son menton, quelque chose de féroce et d'indompté. Elle portait une simple robe verte, mais autour de son cou pendait un pendentif en pierre, un cristal laiteux pâle qui semblait briller même en peinture. Le second portrait était un homme. Il avait la mâchoire de Louis, le front de Louis, les yeux dorés de Louis. « Votre mère, » souffla Otella en regardant la femme. « Et votre père. » La voix de Louis était tendue. « Mon père, Aldrich, Alpha du Pain Noir. Et ma mère. » Dont le nom m'était interdit de prononcer après sa mort, dont le portrait on m'a ordonné de brûler, dont l'existence même a été effacée des registres de la meute. Otella leva les yeux vers lui. La lumière de la torche attrapa la cicatrice qui coupait son sourcil. Pourquoi? Parce qu'elle était comme vous. Louis s'accroupit à côté du lit, se mettant à son niveau. De si près, elle pouvait voir l'épuisement gravé sur son visage, les ombres violettes sous ses yeux, la tension autour de sa bouche. Il n'avait pas dormi. Il avait été dans les archives, comme l'avait dit Inès. Son nom était Serafina. Elle est arrivée au Pain Noir il y a 30 ans, une réfugiée des territoires de l'Est. Elle a épousé mon père, mais mon père m'a mis au monde et a vécu tranquillement pendant 6 ans. Personne ne savait ce qu'elle était, même pas mon père, je pense. Que lui est-il arrivé? La mâchoire de Louis se crispa. Quand j'avais 6 ans, un voyageur est venu au donjon, un loup de la côte de fer. Il a jeté un regard sur ma mère et a commencé à crier. Il l'a appelée Malakin, sang de la première meute. Il a dit qu'elle était une abomination qui aurait dû être éliminée il y a 3 siècles. Le mot flotta dans l'air comme de la fumée. Éliminée. Mon père a essayé de la protéger. Il a tué le voyageur et a juré la meute au silence, mais les rumeurs se sont répandues. En 1 an, la meute de la vallée engloutie nous a déclaré la guerre, utilisant la lignée de ma mère comme justification. Ils prétendaient que le Pain Noir abritait une magie interdite menaçant l'équilibre de toutes les meutes. Les mains de Louis se crispèrent un point à ses côtés. Ma mère s'est rendue pour arrêter la guerre. Elle est entrée seule dans la vallée engloutie et n'en est jamais sortie. Mon père a craqué. Il a passé les 12 années suivantes à se noyer dans l'alcool jusqu'à une mort précoce, laissant la meute pourrir et mon oncle comploter. La gorge d'Otella lui faisait mal. Elle baissa les yeux sur le médaillon, sur la femme aux yeux d'argent. Serafina, la mère de Louis, une fille de la première meute, tout comme ma mère, chuchota-t-elle. Oui. Louis tendit la main et ferma doucement le médaillon dans sa paume, ses doigts s'enroulant autour des siens. Le contact fut électrique, envoyant un frisson le long de son bras. Votre mère, Léna, et ma mère, Serafina, toutes 2 filles de la lignée, toutes 2 se cachant à la vue de tous, toutes 2 mortes avant d'avoir pu expliquer ce qu'elles étaient. L'esprit d'Otella tourbillonnait. Mais pourquoi? Pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas nous apprendre ce que nous sommes? Parce que savoir est une condamnation à mort. Louis relâcha sa main et se leva, arpentant jusqu'à la fenêtre. Le clair de lune argentait son profil. Les meutes ont chassé la première lignée jusqu'à l'extinction parce que leur pouvoir était absolu. Un alpha de la première meute ne commandait pas seulement aux loups. Il commandait à tout. Le vent, la pierre, la terre même sous nos pieds. C'étaient des dieux marchant en fourrure et en chair. Et les loups qui sont venus après, les lignées diluées, les meutes inférieures comme la mienne, ne pouvaient supporter de vivre dans leur ombre. Il se retourna pour lui faire face. Alors ils les ont tous tués, chaque homme, femme et enfant qui portait le sang. Ils ont brûlé leurs archives,
Ils ont interdit l'ancienne langue et ils se sont dit que c'était pour le bien de tous les loups. Certains ont survécu, dit Otella. Ma mère, la vôtre, ont survécu, se sont cachées et se sont reproduites avec des humains, diluant le sang davantage à chaque génération, jusqu'à ce que le pouvoir soit si faible qu'il n'était plus qu'un murmure. Les yeux dorés de Louis la transpercèrent. Jusqu'à vous, vous avez prononcé Malakash et le pouvoir a répondu. Il a répondu si fort que chaque loup dans cette salle a senti le monde basculer. Ce n'est pas du sang dilué, Otella. C'est quelque chose de plus pur, quelque chose qui n'a pas été vu depuis des siècles. La main d'Otella se referma sur le médaillon. L'argent était chaud maintenant, presque brûlant, comme s'il reconnaissait son contact. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je suis censé? Je ne sais pas. L'aveu sembla coûter quelque chose à Louis. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Les archives sont incomplètes. Mon oncle a détruit la plupart des anciens registres quand il a essayé de prendre le pouvoir, mais j'ai trouvé un fragment. Une seule page cachée à l'intérieur de la reliure d'un banal registre fiscal. Il plongea de nouveau la main dans sa tunique et en sortit un bout de parchemin jauni et fragile. Il le lui tendit. L'écriture était dans une graphie qu'Otella ne reconnaissait pas, anguleuse, fluide comme des marques de griffes traînées dans l'encre. Mais alors qu'elle la fixait, les marques semblèrent de bouger et se réarranger, formant des mots qu'elle pouvait soudainement comprendre. Quand le sang se réveille, cherche la pierre de la première lumière. Elle repose sous les racines de l'arbre mère, là où la rivière voilée rencontre l'ombre de la montagne. Seule la pierre peut révéler la vérité de la lignée. Seule la pierre peut lier ou briser le lien du prétendant. Méfie-toi de l'alpha qui ne porte pas de couronne. Il cherchera la pierre pour ses propres fins. Ne le laisse pas la réclamer avant que le sang n'ait parlé. Les mains d'Otella tremblaient. La pierre. Le même mot que sa mère avait murmuré dans le rêve. Trouve la pierre avant Louis. Elle leva les yeux vers le roi. Il l'observait attentivement, son expression illisible. Vous voulez la pierre, dit-elle, pour vos propres fins. Je veux comprendre ce que je suis. La voix de Louis était rauque, dépouillée de son commandement d'alpha. Je suis le fils de Séraphina. Le sang coule aussi dans mes veines, mais il ne s'est jamais réveillé. Je n'ai jamais parlé l'ancienne langue. Je n'ai jamais senti le pouvoir que vous avez senti. Sa mâchoire se serra. Je suis un sang mêlé, un héritier raté d'un héritage dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que vous entriez dans ma salle et que vous brisiez mon monde avec un seul mot. Otella le fixa. Le roi Alpha, qui avait semblé si terrifiant, si invincible, se tenait devant elle avec son âme à nu. Il avait peur. Pas d'elle, mais de ce qu'il n'était pas, du pouvoir qu'il avait sauté et l'avait choisi elle à la place. « Emmenez-moi à la pierre, dit-elle doucement. Demain, à la première lumière. » Les yeux de Louis s'embrasèrent de quelque chose, espoir, faim, elle ne pouvait le dire. « Vous me feriez confiance? » « Non. » Otella soutint son regard fermement. « Mais je n'ai pas le choix. Vous l'avez dit vous-même, je suis la personne la plus dangereuse de ce royaume et je ne sais même pas pourquoi. J'ai besoin de réponses. La pierre les a. » Elle leva le médaillon, l'argent chaud contre sa paume. « Et je pense que votre mère voudrait que vous ayez des réponses, vous aussi. » Louis resta silencieux un long, douloureux moment. Puis il hocha la tête. « Première lumière, dit-il. Je demanderai à Wales de préparer des provisions. Nous voyagerons léger et vite. Pas de garde, pas d'escorte. Moins il y aura de gens au courant pour la pierre, mieux ce sera. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta la main sur le loquet. Il se retourna vers elle et pour la première fois, elle vit autre chose que de la peur, de la faim ou un calcul froid dans ses yeux. Elle y vit du chagrin. « Ma mère me chantait des chansons, dit-il doucement. Une berceuse dans une langue que je ne comprenais pas. Je pensais que c'était du carabia, des mots de bébé. » Sa voix se brisa. C'était l'ancienne langue, n'est-ce pas? Elle essayait de réveiller le sang en moi et j'étais trop jeune pour l'entendre. Avant qu'Otella ne puisse répondre, il était parti. La porte se referma et elle se retrouva seule avec les braises mourantes et le médaillon d'argent chaud dans ses mains. Elle l'ouvrit à nouveau et regarda le visage peint de Séraphina. Les yeux d'argent de la femme semblèrent la regarder en retour, patients et entendus. « Trouve la pierre », la voix de sa mère résonna dans sa mémoire. « La pierre te dira la vérité sur qui tu es et sur qui il est pour toi. » Qui il est pour toi.
Le souffle d'Oteya se coupa. Elle regarda le second portrait, Aldrich, le père de Louis, puis de nouveau Séraphina. Un soupçon terrible, impossible, commença à se former dans son esprit. Sa mère, Lena, la mère de Louis, Séraphina, toutes deux filles de la première meute, toutes deux se cachant dans des villages humains, toutes deux mortes avant que leurs enfants ne puissent les connaître. Quelles étaient les chances? Elle ferma le médaillon et le pressa contre sa poitrine, sentant l'argent pulser de chaleur contre son cœur. Demain, elle trouverait la pierre, et elle avait le sentiment désagréable que la vérité qu'elle révélerait briserait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sur Louis, et sur le sang qui les liait tous les deux. Ils partirent avant que le soleil ne franchisse la crête est. Le donjon était silencieux, enveloppé dans le silence gris de l'aube. Le givre craquait sous les bottes empruntées d'Otella, tandis que Wales les menait à travers une porte de service à la base du mur est. Le visage de l'intendant était pincé d'inquiétude, ses yeux noisettes se tournant vers les fenêtres supérieures du donjon où la silhouette de la bêta Inès se tenait, les bras croisés, ses cheveux d'argent attrapant la première lumière pâle. « Elle sait, » murmura Wells à Louis en lui tendant un sac de provisions. « Elle n'a pas essayé de m'arrêter, mais elle sait. Iné a toujours su plus qu'elle ne le dit. » Louis mit le sac sur son épaule sans ralentir. « Elle gardera la meute calme jusqu'à notre retour. » « Si nous revenons, » pensa Otella. Elle ne le dit pas à voix haute. Ils marchèrent en silence alors que la forêt les avalait. Le pin noir était ancien, ses arbres si hauts et si denses que le ciel devenait une suggestion lointaine de grise entre la canopée. L'air sentait la terre humide, les feuilles en décomposition et l'odeur vive et propre de l'eau courante quelque part devant. La rivière voilée, les jambes d'Otella lui faisaient mal à midi. Elle était la fille d'un trappeur habitué à marcher dans les champs une friche, mais le terrain de montagne était différent. Les racines accrochaient ses bottes, les rochers bougeaient sous son poids. Louis se déplaçait devant elle avec une grâce sans effort qui lui rappelait douloureusement qu'il n'était pas humain. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Sa respiration ne s'accélérait jamais. Il était un prédateur dans son élément et elle était une invitée maladroite dans son monde. Ils s'arrêtèrent une fois pour manger du chevreuil séché et des biscuits de mer du sac de Wales, assis de part et d'autre d'un tronc d'arbre tombé. Le silence entre eux était lourd de questions non posées. « Vous avez peur de ce que nous allons trouver », dit finalement Otella. Ce n'était pas une question. Louis ne la regarda pas. Il fixait les arbres, ses yeux dorés suivant quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « J'ai passé 4 ans à construire des murs autour de moi, autour de ma meute. Chaque décision que j'ai prise, chaque ennemi que j'ai tué, chaque pitié que j'ai refusée, c'était pour empêcher le pain noir de s'effondrer comme il l'a fait sous mon père. » Il déchira un morceau de chevreuil avec ses dents. « Maintenant, je marche au cœur de la forêt avec une femme qui parle la langue des dieux, à la poursuite d'une pierre qui pourrait me dire que tout ce que j'ai construit était basé sur un mensonge. Oui, j'ai peur. » Otella resta silencieuse un moment, puis elle dit « Ma mère me disait que la peur était juste un signe qu'on était attentif. » Louis la regarda alors. Quelque chose changea dans son expression, une fissure dans le masque de fer. « Votre mère semble avoir été sage. » Était. Otella se leva, brossant l'écorce de son pantalon emprunté. « Continuons. Je veux connaître la vérité avant la nuit. » Ils trouvèrent l'arbre mère alors que le soleil commençait sa descente vers les sommets de l'ouest. Il était impossible de le manquer. Le tronc était plus large que la grande salle du donjon, son écorce d'un blanc argenté pâle qui semblait briller dans la lumière déclinante. Ses racines jaillissaient de la terre comme les anneaux d'un serpent enfoui, créant une cathédrale naturelle de bois arqué et de terre sombre. Et là où la plus grande racine plongeait dans la rive de la rivière voilée, l'eau coulait noire et silencieuse, reflétant l'ombre de la montagne. « C'est ici », souffla Otella. L'agitation à la base de son crâne était devenue un rugissement. La voix qui avait murmuré depuis qu'elle avait prononcé Malakash n'était plus un murmure. C'était un chant ancien, sans parole, qui l'attirait vers l'arbre comme une marée. Louis attrapa son bras. « Attendez !» Elle leva les yeux vers lui. Son visage était pâle, sa mâchoire tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne le sens pas, dit-il. » Sa voix était rauque de quelque chose qui ressemblait à du chagrin. « L'attraction, le chant, quoi que ce soit qui vous appelle, je ne l'entends pas. Je suis au seuil de l'héritage de ma mère et j'y suis sourd. » Otella comprit alors.
La peur qu'elle avait vue en lui n'était pas seulement due à ce que la pierre pourrait révéler. C'était à propos de ce qu'elle pourrait confirmer, que le sang l'avait vraiment contourné, qu'il était et serait toujours seulement la moitié de ce qu'elle devenait. Alors laissez-moi être vos oreilles, dit-elle doucement. Elle tendit la main. Louis fixa sa main pendant un long, angoissant moment. Puis, lentement, il la prit. Sa paume était chaude et rugueuse et sa prise était ferme, non pas possessive mais désespérée, comme un homme qui se noie attrapant un bout de bois. Ils s'approchèrent ensemble de l'arbre mère. Les racines bougèrent à leur approche. Otella sursauta, reculant, mais Louis la maintint. Le bois gémit et craqua, puis, incroyablement, la plus grande racine s'ouvrit. Pas violemment, doucement, comme une porte s'ouvrant en grand pour un invité inattendu. À l'intérieur du creux, bercé par des siècles de croissance, se trouvait une pierre. Elle avait la taille d'un cœur humain, pâle et laiteuse, tout comme le pendentif du portrait de Séraphina. Elle brillait d'une douce lumière interne qui pulsait au rythme du cœur d'Otella. Tandis qu'elle regardait, des vrilles d'argent et d'or tourbillonnaient sous sa surface comme de la lumière stellaire capturée. La pierre de la première lumière, chuchota-t-elle. Elle relâcha la main de Louis et tendit la sienne vers la pierre. Otella, attends, bien elle lit. Pas. Mais ses doigts s'étaient déjà refermés sur la pierre. Le monde disparut. Elle se tenait dans la forêt d'argent de son rêve. La lune était basse et incroyablement grande. Les arbres murmuraient dans une langue qu'elle comprenait maintenant. Et devant elle se tenaient deux femmes, Léna, sa mère, portant la même robe rapiécée, le même sourire triste, et Séraphina, la mère de Louis, aux yeux d'argent et royal, ses cheveux sombres lâchés sur ses épaules. Elles se tenaient côte à côte, main dans la main, sœurs. La connaissance frappa Otella comme un coup physique. Pas seulement des sœurs de la lignée, des sœurs, nées de la même mère, séparées par la guerre, la peur et 3 décennies de clandestinité. Tu vois maintenant, dit Léna. Sa voix résonnait de cette étrange résonance harmonique. Pourquoi je ne te l'ai jamais dit? Pourquoi j'ai prié pour que le sang dorme? Séraphina et vous étiez sœurs, la voix d'Otella tremblait, ce qui signifie que Louis et moi sommes cousins, dit Séraphina. Ses yeux dorés, les yeux de Louis, étaient doux. Liés par le sang, liés par l'ancienne magie, les 2 derniers héritiers de la première meute. Il n'y en a pas d'autres. Nous étions les dernières filles de la lignée, continua Léna. Notre mère, votre grand-mère, a été traquée et tuée quand nous étions enfants. Nous avons été séparés. J'ai été caché dans les champs en friche. Séraphina a été emmenée à l'est. Nous ne nous sommes jamais revus. Nous rêvions l'une de l'autre, dit doucement Séraphina. À travers les kilomètres, à travers les années, nous sentions les joies et les peines de l'autre. Et nous avons toutes deux eu des enfants dans l'espoir que le sang se réveillerait en l'un d'eux. Il s'est réveillé en toi, dit Léna. Ses yeux argentés brillèrent. Pas en Louis. Tu es la véritable héritière, la voix de la première meute. Le pouvoir est à toi de le commander. La poitrine d'Otella lui faisait mal. Mais Louis, il le veut tellement. Il mérite. Il mérite la vérité, interrompit doucement Séraphina. Il est de ton sang, ton parent. Le lien entre vous est sacré, mais le pouvoir t'a choisi, Otella, pas lui. Ce n'est pas une punition, c'est un but. Quel but? Léna s'avança et posa une main fantomatique sur la joue d'Otella. Le contact était frais, comme la brume du matin. Mettre fin à la guerre qui nous a tués. Les meutes chassent notre sang depuis 300 ans. Elles craignent ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Mais tu peux leur montrer une autre voie. Tu peux parler l'ancienne langue. Tu peux leur rappeler ce qu'ils ont perdu en massacrant la première meute. Tu peux les unir, ajouta Séraphina. Pas par la conquête, par la parenté. Tu es le pont entre le loup et l'humain, entre l'ancien sang et le nouveau. Louis est ton épée et ton bouclier. Ensemble, vous pouvez construire quelque chose qui n'a pas existé depuis que la lune a séparé les bêtes des hommes. Une vraie meute, dit Léna. Une qui ne chasse pas les siens. La forêt commença à s'estomper. La lune s'assombrit. Les arbres d'argent se dissoluant dans la brume. « Dis à mon fils, cria Séraphina, sa voix devenant lointaine, que je l'aimais, que je lui chantais des chansons chaque nuit en espérant qu'il entendrait. Dis-lui que le sang ne l'a pas trahi, il l'a sauvé pour toi. »
Le monde revint brusquement. Otella sursauta, ses genoux fléchissants. Louis la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, ses bras s'enroulant autour d'elle, la tirant contre sa poitrine. La pierre de la première lumière était serrée dans sa main aux jointures blanches, pulsant encore de sa lueur interne. Otella. Sa voix était rauque de panique. Otella, regarde-moi. Que s'est-il passé? Qu'as-tu vu? Elle leva les yeux vers lui, la cicatrice coupant son sourcil, les yeux dorés si semblables à ceux de sa mère, la peur et l'espoir se livrent en bataille dans son expression. Son cousin, son sang, son épée et son bouclier. J'ai vu nos mères, dit-elle, la voix rauque. Léna et Séraphina, elles étaient sœurs, Louis, de vraies sœurs. Séparées quand elles étaient enfants. Louis devint complètement immobile. Ses bras se resserrèrent autour d'elle par réflexe. « Sœur », répéta-t-il. Le mot sembla briser quelque chose en lui. « Alors nous sommes cousins. » Otella tendit la main, ses doigts tremblants effleurant la cicatrice sur son front. Les deux derniers héritiers de la première meute. Pendant un long moment, Louis ne parla pas. Il la fixa avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire, chagrin, émerveillement, quelque chose de plus profond et de plus fragile. Puis lentement, il abaissa son front contre le sien. Son souffle était chaud contre ses lèvres. « Je l'ai senti, chuchota-t-il. Quand tu as touché la pierre, juste un instant, je l'ai senti, le chant, le pouvoir. C'était comme entendre la voix de ma mère pour la première fois en 20 ans. Elle a dit de te dire qu'elle t'aimait. » La voix d'Otella se brisa. Elle te chantait des chansons chaque nuit en espérant que tu entendrais. Elle a dit que le sang ne t'a pas trahi, il t'a sauvé. Pour moi, Louis fit un son, une chose rauque et brisée qui était à moitié sanglot, à moitié grognement. Ses mains se levèrent pour encadrer son visage et pendant un moment terrible et magnifique, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Mais il ne le fit pas. Il la tint juste front contre front, respirant le même air, partageant le même chagrin. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il finalement. Otella baissa les yeux sur la pierre dans sa main. Elle pulsait chaudement, attendant patiemment. « Nous rentrons, dit-elle. Nous le disons à Inès. Nous le disons à la meute. Et puis nous le disons aux autres, la côte de fer, la vallée engloutie, chaque loup qui a passé 300 ans à chasser notre sang. Nous leur disons que l'héritière de la première meute est de retour. Pas pour les gouverner, pas pour les punir, pour leur rappeler qui ils étaient avant de la peur. Ils essaieront de te tuer. » La voix de Louis était dure. « Dès que tu te révéleras, chaque alpha des territoires te verra comme une menace. Alors tu me protégeras. » Elle rencontra ses yeux dorés. « Cousin. » Le mot flotta entre eux, étrange et nouveau et plein de possibilités. La bouche de Louis se courba en quelque chose qui était presque un sourire, le premier qu'elle ait jamais vu sur son visage. « Je te protège depuis que tu as murmuré ce mot dans ma salle, » dit-il. Je ne savais juste pas pourquoi. Il relâcha son visage et se leva, lui offrant sa main pour la relever. « Viens, nous avons une longue marche de retour et tu dois m'apprendre tout ce que nos mères t'ont dit. » Otella prit sa main et se leva. La pierre de la première lumière était chaude dans sa poche, son pouce synchronisant avec son cœur. L'agitation à la base de son crâne s'était calmée en quelque chose de calme et de patient. Ce n'était plus un murmure de peur, mais un chant d'appartenance. Ils sortirent ensemble de l'ombre de l'arbre mère, laissant la rivière voilée derrière eux. Derrière eux, la racine se referma silencieusement, scellant le creux jusqu'à ce que le prochain héritier vienne chercher la vérité 3 jours plus tard. Otella se tenait sur les marches de la grande salle, face à la meute du pain noir assemblé. Louis se tenait à ses côtés, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos, un geste de soutien, pas de possession. Wells planait à proximité, serrant un parchemin fraîchement ancré. La bêta Inès se tenait au bas des marches, ses yeux gris vifs et vigilants, mais plus hostiles. Otella regarda la mère de visage, des loups qu'il avait voulu aveugler, exilés, en cage. Maintenant, il la regardait avec une curiosité méfiante. Des rumeurs s'étaient répandues en leur absence, des murmures de l'ancienne langue, de la première meute, d'un alpha qui était parti en roi et était revenu en autre chose. Elle prit une profonde inspiration, puis elle parla. « Mon nom est Otella, fille de Léna, héritière de la première meute, et je ne suis pas venu pour vous gouverner, mais pour vous rappeler ce que vous êtes. »
Les mots venaient facilement maintenant. Pas l'ancienne langue, pas encore, mais la vérité. Le pouvoir n'avait pas besoin de mots anciens pour être ressenti. Il était dans sa voix, dans son sang, dans la façon dont les loups devant elle se redressaient, leurs yeux s'éclaircissant, leur posture passant de la suspicion à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. À ses côtés, Louis regardait la meute se transformer. Ses yeux dorés brillaient. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il était l'épée et le bouclier. Elle était la voix. Et ensemble, ils rappelleraient au monde ce qu'il avait perdu. 6 mois passèrent comme de l'eau entre les doigts. L'hiver était venu et reparti, et maintenant les premières pousses vertes du printemps perçaient la terre dégelée du territoire du Pain Noir. La rivière voilée coulait vite et claire. Ce n'était plus la chose sombre et silencieuse qu'elle avait été sous l'ombre de l'arbre-mère. Les oiseaux qui avaient fui vers le sud revenaient construire des nids dans les pins anciens. La meute se déplaçait dans la forêt avec une légèreté qui avait été absente pendant des années. Et Otella, fille de Lena, héritière de la première meute, se tenait sur le balcon du donjon et regardait le lever du soleil sur la montagne qu'elle appelait maintenant sa maison. Elle n'était plus la fille tremblante qui s'était agenouillée sur la pierre froide, liée et condamnée. La laine grossière de sa robe de servante avait été remplacée par une tunique d'un vert doux, brodée aux poignettes de fils d'argent selon des motifs qui rappelaient les volutes du médaillon de Séraphina. Ses cheveux châtains ternes, autrefois emmêlés et oubliés, tombaient maintenant en une tresse soignée sur son épaule. Et dans sa poche, toujours chaude contre sa cuisse, reposait la pierre de la première lumière. Elle n'avait pas reparlé l'ancienne langue depuis ce jour dans la grande salle, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas. Les mots venaient facilement maintenant, surgissant sans y être invitée quand elle rêvait, mais parce qu'elle apprenait quand ne pas parler. Le pouvoir, avait-elle découvert, n'était pas dans le volume de la voix. Il était dans le choix. Une présence familière se matérialisa derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle pouvait le sentir maintenant comme elle pouvait sentir le changement de temps ou le pouls de la pierre. Louis, son cousin, son alpha, son épée et son bouclier. « Levez tôt », dit-il en venant se tenir à côté d'elle au garde-corps du balcon. Ses yeux dorés reflétaient la lumière de l'aube, et la cicatrice qui coupait son sourcil s'était légèrement estompée, adoucie par des mois de quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Je voulais regarder le lever du soleil. Otella appuya ses avant-bras sur la pierre froide. C'est différent maintenant. Chaque matin semblait être un cadeau que je n'étais pas censé recevoir. Resta silencieux un moment, puis il dit « Je connais ce sentiment ». Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, regardant le ciel s'épanouir du gris alors au bleu pâle et infini. En bas, les bruits du donjon qui se réveillaient montaient, Wales criant à propos d'un registre égaré, le bruit du marteau du forgeron, les rires des louveteaux qui dégringolaient dans la cour. C'était un bon son, un son vivant. « J'ai reçu un corbeau la nuit dernière, » dit finalement Louis, « de la Côte de Fer. » Le cœur d'Otella se serra. La meute de la Côte de Fer avait été la plus agressive de leurs voisins, ceux qui avaient pillé les villages de l'Est, ceux dont le voyageur avait dénoncé Séraphina toutes ces années auparavant. Depuis la révélation d'Otella, ils étaient restés silencieux, observant, attendant. Que disait-il? Leur alpha veut se rencontrer à la frontière sous une bannière de trêve. La mâchoire de Louis se crispa. Il dit qu'il veut entendre l'héritière de la première meute parler pour elle-même. Otella se tourna pour lui faire face. La lumière du matin attrapa les plans de son visage, la mâchoire dure, le front fier, la bouche qui avait réappris à sourire. Il était toujours le roi Alpha qui l'avait terrifié dans la grande salle, mais il était aussi l'homme qui avait tenu son front contre le sien à l'ombre de l'arbre-mère. L'homme qui avait pleuré au dernier message de sa mère. L'homme qui avait passé 6 mois à apprendre à partager le pouvoir au lieu de le thésauriser. « Et si je parle, dit-elle lentement, et qu'ils veulent toujours la guerre? » Les yeux dorés de Louis rencontrèrent les siens. « Alors nous nous battrons ensemble, comme du sang. » Les mots s'installèrent entre eux, chauds et solides. Sang, il avait fallu des mois pour que l'étrangeté de la chose s'estompe, la connaissance que leurs mères avaient été sœurs, qu'elles partageaient une grand-mère qui était morte, traquée et effrayée. Ils étaient cousins, parents, les 2 dernières branches d'un arbre qui avait failli être abattu et brûlé. Mais quelque part en chemin,
le mot avait pris un sens plus grand. Otella plongea la main dans sa poche et en sortit la pierre de la première lumière. Elle pulsait doucement dans sa paume, d'un blanc laiteux avec des tourbillons d'argent et d'or. Louis la regarda avec une expression de révérence tranquille. Il ne pouvait pas sentir son chant comme elle, mais il avait cessé de pleurer cette absence. Au lieu de cela, il avait appris à écouter à travers elle. « Que te dit-elle » demanda-t-il. Otella ferma les yeux et laissa la chaleur de la pierre remonter le long de son bras. La voix ancienne qui avait été autrefois un murmure terrifiant était maintenant un réconfort familier. Elle ne parlait pas en mots, elle parlait en sentiments, en images, dans la connaissance profonde et résonnante qu'elle n'était pas seule et ne l'avait jamais été. Elle me dit, dit-elle lentement, que c'est ce que nos mères voulaient, pas se cacher, pas fuir, pas laisser le sang dormir pour toujours. Elle ouvrit les yeux et regarda Louis. Elle voulait que nous nous tenions dans la lumière pour montrer aux meutes que la première lignée n'est pas une malédiction, c'est un souvenir de qui nous étions tous avant la peur. Louis resta silencieux un long moment, puis il tendit la main et referma doucement ses doigts autour de la pierre, sa main chaude enveloppant la sienne. « Alors nous allons sur la côte de fer, dit-il. Tu parles, et quoi qu'il arrive après, nous y ferons face ensemble. » Otella hocha la tête. La peur était toujours là, un petit nœud froid dans son estomac, mais ce n'était plus la terreur paralysante de la file qui s'était agenouillée sur le sol de la grande salle. C'était la peur gérable d'une femme qui savait pourquoi elle se battait. « Louis, dit-elle, et il la regarda avec ses yeux dorés qui lui avaient autrefois promis la cécité et la mort. « Merci de ne pas m'avoir tué ce jour-là. » Le coin de sa bouche se releva, un vrai sourire, rare et précieux. « Tu as rendu très difficile de te tuer. Murmurer des mots anciens, invoquer le pouvoir des dieux, très peu pratique. » Tella rit, le son la surprit, clair et net dans l'air du matin. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ri. Peut-être ne l'avait-elle jamais fait. Pas vraiment, pas avant ça. « J'essaierai d'être moins gênante à l'avenir, dit-elle. »« Ne le fais pas. » La voix de Louis était soudainement sérieuse. Il s'approcha, sa main toujours enroulée autour de la sienne et de la pierre. « Ne sois jamais moins que ce que tu es, Otella. » C'est là que les anciennes meutes se sont trompées. Elles ont essayé de rendre la première lignée petite, contrôlable, tuable, mais toi. Son pouce effleura ses jointures. Tu es exactement ce que tu étais censé être, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que le monde te laisse être cela. La gorge d'Otella se serra. Elle regarda leurs mains jointes, la sienne grande et marquée de cicatrices, la sienne plus petite, mais ne tremblant plus. La pierre pulsait entre eux, chaude et stable, un battement de cœur, deux cœurs, un seul sang. « Le soleil est levé, » dit-elle doucement. « Nous devrions rentrer. Iné aura préparé le petit déjeuner, et elle devient irritable quand la bouillie refroidit. » Louis rit, un vrai rire, profond et inattendu. La bêta qui a affronté 17 rivaux en combat singulier, vaincue par de la bouillie froide. Certaines batailles sont universelles. Ils se retournèrent ensemble et rentrèrent dans le donjon, laissant le balcon et le lever du soleil derrière eux. La pierre de la première lumière retourna dans la poche d'Otella, sa chaleur un compagnon constant. La journée à venir était pleine de plans et de préparatifs, de messages à envoyer, d'alliances à forger, un voyage vers la côte de fer qui pourrait se terminer par la paix ou la guerre. Mais pour l'instant, en ce moment, il n'y avait que ça. Deux héritiers d'une lignée traquée marchant côte à travers un donjon qui était devenu un foyer. Les dernières de leur espèce, mais plus seules. Derrière eux, haut dans l'arbre-mère au-delà de la rivière voilée, un nouveau bourgeon se déploya sur une branche ancienne. La forêt murmura dans une langue plus vieille que les loups, plus vieille que les hommes, plus vieille que la peur. Ils arrivent, les enfants de la première lumière. Et cette fois, ils ne seront pas réduits au silence. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner à cette chaîne. Merci de nous avoir écoutés.